Bonjour et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous retrouvons en dernière partie Marie-Morgane pour une rediffusion de son émission En Immersion. Le thème, le métier d'architecte et ses nombreuses facettes. Passons tout d'abord à l'actu. C'est un site qui est dans la famille Coleman depuis 4 générations. Cette série sur l'avenue marchande de Grosse-Biederstroff fabriquait notamment du parquet et des panneaux pour les industriels et négoces du bâtiment. Pierre Coleman avait repris l'affaire en 1984, mais la série a cessé de tourner dans les années 2010. Ses 2 fils et sa fille n'ont pas voulu reprendre directement l'activité. Mais hors de question de se séparer de ce patrimoine familial. J'avais un beau métier, le métier de la scierie, exploitation forestière. C'était un métier dur, mais un métier très intéressant. Donc pour moi, il était exclu de faire quoi que ce soit et de le donner, parce qu'il y a toute une histoire sur ce site. L'idée est que Pierre passe la main à son fils Nicolas, qui souhaite redonner un second souffle et diversifier les activités sur ses 7,5 hectares de terrain. C'est vraiment une question de famille, d'héritage, de vouloir reprendre ce site et de conserver et de faire durer cette histoire de la scierie. Une des activités est de transformer certaines parties en lieux de stockage. Pierre avait commencé en créant des box pour les professionnels et artisans. Nicolas a continué en faisant venir plus d'une vingtaine de conteneurs de 14 mètres carrés du port d'Anvers. Des espaces étanches destinés aux particuliers. Aujourd'hui, ils sont tous occupés, mais d'autres seront installés. À l'intérieur des 6000 m² couverts se trouve aussi une quinzaine d'entreprises artisanales, comme celle de Benoît Carman. Il est ici depuis 2017 et est spécialisé dans la restauration automobile ancienne. Donc on a essayé de faire ici un site où il y a surtout des artisans régionaux, des petits artisans qui commencent, donc on leur donne la chance de pouvoir se lancer parce qu'ils payent uniquement une location sur la surface qu'ils exploitent. Moi, donc de profession architecte, mon intérêt ici, mon réel intérêt, c'est donc de conserver, de restaurer et de garder l'identité du site, donc à travers la cheminée par exemple, qui est un élément phare, tout en ayant ces extras, ces activités commerciales en extra à l'intérieur. Donc, mais créer une sorte de microcosme. L'histoire de l'ancienne scierie Coleman continue à travers la vision de Nicolas, un projet qui se développera à long terme. Un nouveau parking à Ypelin. Des travaux d'aménagement sont en cours sur l'ancien terrain vague en contrebas de la salle communale. Un nouveau parking doté de 106 places devrait voir le jour début septembre. Ce nouvel espace de stationnement doit compléter la récente construction abritant la salle communale, le clubhouse de football et les vestiaires. Un drainage et des avaloirs seront mis en place sur un terre-plein central végétalisé pour récupérer l'eau de pluie. 3 lampadaires à LED vont également être installés. Un chantier qui s'élève à hauteur de 150 200 €, parmi lesquels 108 000 seront financés par différentes aides du Conseil départemental, de la CASC et de la dotation des territoires ruraux. Les longueurs en crawl, les largeurs en dos. L'eau libre, c'est sa spécialité. Aujourd'hui, Aurélie Muller, 2 fois championne du monde de la discipline, a à cœur de transmettre sa passion. C'est avec cette volonté qu'elle a créé ce stage d'initiation ou de perfectionnement à la natation en eau libre. Tous les matins, durant 5 jours, ce groupe de jeunes de 10 à 17 ans se retrouve à l'étang d'Aspelshit. Certains sont plus habitués au bassin des centres nautiques, c'est donc surtout l'appréhension du milieu naturel qui est enseignée. On n'a pas la ligne d'eau, etc. On n'a pas le mur. Donc là, le but, c'est vraiment savoir se repérer. Nager en groupe, nager en peloton. Donc là, on a une quinzaine de jeunes quand même qui nagent ensemble. Et puis le but de ça, c'est apprendre aussi pendant 5 jours, faire différents exercices de trajectoire, de respiration aussi, lever la tête devant, pas sur les côtés, regarder les autres, etc. Savoir se repérer dans l'espace en fait, dans l'espace et du coup dans l'eau. 12 jeunes participent à cette première session. Ils viennent de Moselle-Est, mais aussi des 4 coins de la France. Juline vient de Sirstal. Elle a déjà pratiqué la natation et voulait découvrir cette discipline. Je me suis dit que ça peut être une bonne expérience, qu'on est sûr d'avoir les bons conseils, des bonnes techniques, des choses comme ça. Et que c'est pas tous les jours qu'on va pouvoir passer une semaine avec une championne. Les distances paraissent plus courtes. On n'a pas les virages à faire à chaque fois. Et l'eau est plus froide aussi. Certains ont un niveau plus avancé, comme Eyal, venu de Seine-et-Marne, qui nage en eau libre depuis 3 ans. Des petits détails techniques qui aident, qui font gratter un peu de temps quand même. Déjà c'est appréciable parce que c'est vachement motivant et puis ouais, c'est sûr qu'elle a beaucoup de connaissances, donc ça aide beaucoup.
La semaine de stage se clôt avec une compétition. Ce week-end, les jeunes pourront participer à la boucle des faïenciers, organisée par le Cercle nautique de Sarreguemines dans la Sarre. Une seconde session de stage se déroulera la semaine prochaine avec un autre groupe. Aurélie Muller souhaite ensuite pérenniser ce rendez-vous chaque année à Aspelshit pour les jeunes, mais aussi développer ces expériences pour les adultes à travers toute la France. La nageuse professionnelle n'est pas prête de quitter le milieu aquatique. On le connaît surtout sous le nom de refuge des pêcheurs. C'est le camping municipal à Olvin, situé au bord de l'étang d'Irbach. Ces campeurs venus pêcher, on les retrouve justement en face du camping. Installés sur leur ponton, ils attendent patiemment que des poissons mordent à l'hameçon. Vous pêchez depuis combien de temps, Raymond, ici? 2013, je pense. 2013, ou même avant peut-être, même avant, je pense. Et je vois que vous êtes bien organisé, racontez-moi. Oui, vous savez, on préfère pêcher la perche avec la barque, mais en ce moment, j'aime aussi pêcher la carpe. Mais la carpe, il faut amorcer et attendre. Et vous êtes où sur le camping, vous? De quel côté? À gauche. D'accord. C'est des gens qui veulent venir passer un week-end pour le camping, naturellement, et qui veulent l'agrémenter avec une partie de pêche entre amis. Et donc là, c'est plutôt la pêche aux poissons blancs, aux cyprinidés. Le camping est géré par la municipalité de Olvin depuis sa création dans les années 70. Les activités de loisirs se sont d'abord développées autour de l'étang. Au niveau de la municipalité, nous avons développé dès les années 73-75 le camping d'abord du côté étang, ici qu'on voit très bien se décliner en face de nous, et une deuxième partie qui s'est faite dans les années 80-85 avec le côté village. Le côté village qui a un contexte beaucoup plus nature, alors que le côté étang est beaucoup plus axé sur l'activité nautique, les activités nautiques, la plage. Les deux sont très prisés parce qu'on a autant de personnes qui aiment un peu venir ici goûter à un lieu de quiétude, de repos. Avec l'arrivée des températures estivales au mois d'août, le camping enregistre actuellement un meilleur taux de réservation qu'au mois de juillet, très pluvieux. Actuellement, 250 des 300 emplacements permanents sont occupés. Idem pour la trentaine de réservations pour les camping-cars. On retrouve majoritairement des Allemands. Du côté village, on rencontre surtout des habitués des lieux, comme Jean-Claude, un ancien minier résident au camping depuis 30 ans. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de mineurs et des Allemands tout ensemble. Il y avait tout ça autour, oui. Monsieur le maire, là aussi, c'était un ancien mineur. C'est comme ça qu'on s'est connus tous. Hein. Côté étang, un nouvel espace dédié au camping-car a été aménagé juste en face des sanitaires. Cette zone peut accueillir jusqu'à 10 camping-cars, soit une trentaine d'emplacements au total qui leur sont réservés sur le camping. Nous avons quand même investi plus de 500 000 € dans ce camping, rien que pour le maintien de l'accueil, donc toute la partie également informationnelle. Et là, cette année, on a investi dans la dernière tranche, du côté cette fois-ci village, avec la mise aux normes électriques des installations. Donc ça, c'était une de nos priorités, surtout pour cause de sécurité. Et là, on est un peu coincé pour justement innover. Là, on a tout juste 250 emplacements qui sont occupés. On récupère avec beaucoup de mal chaque année 20 000 € au niveau du budget de la commune. Et certaines années, on ne récupère rien parce qu'on a des investissements qui sont trop conséquents. Alors, la municipalité envisage de relancer les cours d'initiation à la pêche dès 2025. Le but est de conserver sa réputation de refuge des pêcheurs. Reste à voir si cette activité permettra d'attirer de nouveaux touristes sur le camping municipal. Au moins, il y a les poissons. Ah oui, mais c'est... Et tu as pas essayé avec En Moselle, la saison de la récolte a eu quelques jours d'avance. Là, je pense qu'on aura atteint l'objectif cette année. Ça sera pas trop mal. Après, c'est vrai qu'on n'a pas forcément eu la chaleur au bon moment. Donc, ce qui fait que le fruit n'est pas forcément très sucré.
Mais contrairement aux dernières années, on a un fruit qui est vraiment assez juteux. Donc ça va compenser par rapport aux années précédentes. Pas de robot cueilleur ici, la récolte se fait à la main. Une quinzaine de saisonniers viennent prêter main forte dans les 12 hectares de vergers de Mélanie et Cédric Demange. Avec les commandes que j'ai là, je dois gérer le tapis pour faire avancer les mirabelles et j'enlève tous les bouts de bois, les feuilles. Premièrement, j'aide pour remettre les mirabelles et là j'essaye de pouvoir en prendre un maximum pour pas qu'il y en ait qui tombent en chemin. C'est intéressant et non, c'est plaisant. Quelques caisses sont envoyées aux producteurs locaux pour des confiseries, mais surtout 50 tonnes seront distillées pour fabriquer de l'eau de vie et des liqueurs. Il y a toujours un peu de bois, là on est dans une partie de verger qui est un peu plus vieux. Et on va enlever tout ce qui est feuilles, bois, pourriture, pour arriver au bout et avoir que du beau fruit. Donc là on a un bon taux de sucre et ça nous permet, voilà. Et cette année on a un très beau calibre et un beau fruit. Alors il est vrai qu'on a démarré en fruits de distillerie un petit peu plus tôt par crainte justement de ces orages avec les coups de chaleur qu'on avait. Par crainte un petit peu que la météo elle nous embête encore une fois. Mais on a déjà rentré une bonne partie de nos récoltes et pour l'instant on est plutôt content. Voilà, nos vergers, ils ont une maturité, il y a un sens, on va dire. Et c'est vrai que là, on a récolté les vergers les plus chargés, en tout cas, puisqu'on avait des arbres qui portaient jusqu'à 120 kg. Donc on a récolté en priorité ces vergers pour justement éviter de se prendre des orages. Et une fois que la pourriture, elle se met en route, c'est assez compliqué à gérer, surtout comme ça en pleine récolte. De la mirabelle locale, mais surtout d'appellation d'origine contrôlée. Moi, je défends la mirabelle de Lorraine en AOC, appellation d'origine contrôlée. Donc on est obligé de distiller en double passe dans des alambics en cuivre. Ils ont été installés en 70, je crois. Et aujourd'hui, c'est une question d'entretien. Et voilà, on les entretient. Et aujourd'hui, on travaille encore avec ce matériel. La Lorraine produit 15 000 tonnes de mirabelle chaque année, soit 80% de la production mondiale. Pourrez-vous prendre du bon temps sur les terrasses ce week-end? Nous allons le découvrir avec les prévisions météo pour les prochains jours. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, la chaleur sera de retour pour demain. Le soleil sera bien présent et les températures vont grimper jusqu'à 32 degrés en journée. Cette vague de chaleur va apporter des orages en début de soirée qui se poursuivront dans la nuit. Demain, nous fêtons les Barthélemy et il fera jour de 6h37 à 20h30. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Continental Sarreguemines recrute. Vous êtes électromécanicien ou électricien industriel? Rejoignez notre équipe au service maintenance pour dépanner, réparer et entretenir des équipements électriques et industriels automatisés. Pour plus d'informations ou pour postuler, déposez votre candidature directement à l'usine ou scannez le QR code suivant. Le festival Les Étendards, nouvelle édition. Spectacle, concert, cinéma en plein air du 6 juillet au 31 août. Profitez de nombreuses animations gratuites tous les week-ends. Ne manquez pas l'événement de cet été. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Vibrez au contact de vos émotions avec la saison culturelle de Sarreguemines. Au programme, près de 18 spectacles variés, de la danse, du théâtre, de la musique, des festivals et bien d'autres événements en compagnie d'artistes de renom comme Jérémy Frérot, Panayotis Pasco, Alexis Le Rossignol, Christelle Cholet ou encore Joseph Kamel. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Ouverture de la billetterie à partir du vendredi 6 septembre à 16h en ligne et à l'hôtel de ville. Dans cette rediffusion de l'émission En Immersion, Marie-Morgane Pires a rencontré Patrice Angasser, architecte à Sarreguemines. Redécouvrons les coulisses de son métier. De l'atelier au terrain, les journées de l'architecte sont très variées.
Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle aventure en immersion. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier d'architecte. Pour cela, je vais aller à la rencontre de Patrice Angasser. Comment sont rythmées ses journées, à quoi ressemble son quotidien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Je vais tout de suite aller le rejoindre dans son bureau à Sarreguemines. Bonjour Patrice. Bonjour. Merci de nous accueillir pour cette émission en immersion qui va nous permettre de découvrir un petit peu votre métier d'architecte. Donc ici, on est dans votre bureau, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est mon bureau où je reçois les clients, où je m'isole, et ensuite je vous montrerai l'agence. Oui, donc il y a plein de choses que vous faites justement dans votre quotidien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer un peu l'agence, je vais vous montrer ce qu'on y fait, les projets en cours. Et cet après-midi, on ira sur 2 chantiers et sur à Roulin pour une présentation d'un projet. Donc là, c'est l'atelier. Il y a combien de personnes qui travaillent ici? Donc actuellement, on est 3. Donc vous avez ici donc, le secrétariat, l'accueil. Je vous présente Brigitte, collaboratrice. Et sur la partie, dans l'autre pièce, on a la partie plus technique. Donc on arrive ici dans la partie atelier, dessin, où on retrouve une table à dessin, qui est un objet qui devient rare dans les agences d'archi. Alors moi, à titre personnel, je préfère travailler de façon manuelle, surtout au début, et de façon à ne pas trop figer le projet, quoi. C'est vrai que la mise du dessin en ordinateur a une fâcheuse tendance à figer l'image, et après c'est très difficile de la faire évoluer. Alors qu'en dessin, c'est plus facile, et puis il y a un côté séduisant aussi que j'aime bien, et ça me permet, disons, de faire évoluer le projet plus facilement. Donc voilà un des derniers projets que justement on va présenter cet après-midi au maire de Roulin. Donc voilà une esquisse qui est faite sur du calque. Ok, donc ça c'est tout fait à la main. C'est fait à la main, avec des feutres, multiples feutres, sur la base évidemment de supports graphiques ou photographiques. Vous avez ici la vue aérienne de la place. D'accord. Et en rouge, vous avez le dessin cadastral. Donc ça permet de rendre le plan à l'échelle et de ne pas dessiner n'importe quoi. Donc, voilà. Et du coup, ça veut dire qu'avant de faire le dessin, il y a tout un travail en amont, vous êtes allé sur place pour prendre les photos Alors, il y a tout un reportage photographique que j'ai mis ici en icône, qu'on tire à différentes échelles, justement pour que quand on rentre à l'agence, on ait un souvenir à la fois des lieux, l'imprégnation qu'on s'est fait des lieux, etc. Oui, parce qu'on se dit l'architecte, c'est juste les dessins, et voilà, en fait, il y a plein de choses et plein de compétences finalement à avoir. Oui, des compétences. C'est l'intérêt de ce métier, c'est que ce n'est pas un métier mono-orienté. Disons qu'il y a effectivement, alors, quand on parle de compétences, on pourrait parler aussi de centre d'intérêt, quoi. Alors évidemment, il y a le dessin, il y a le côté relationnel, il y a le côté, j'allais dire, accessibilité justement aux commandes, etc. Donc, tout ça. Et après, il y a la phase chantier, donc c'est le côté opérationnel, où on met en œuvre ce qu'on a dessiné. Alors on dit toujours que les architectes, des fois ils font des dessins qui sont irréalisables. J'aurais tendance à dire que dès lors qu'on arrive à le dessiner, c'est qu'on peut le construire, quoi. Ok. Et puis on voit aujourd'hui dans certains projets, des gros projets, qu'il y a effectivement des bâtiments qui sont exemplaires en termes mais qui sont faits justement avec des outils très contemporains, très modernes, notamment des logiciels de dessin qui permettent justement de faire des choses très complexes. Et est-ce que savoir dessiner, c'est une compétence obligatoire? Alors obligatoire non, non, mais je pense que ça peut l'être fortement conseillé pour des gens qui font de l'architecture, quoi. Et donc l'architecte, c'est un peu la base du projet finalement, et qui après, il y a d'autres secteurs qui rentrent en compte. Oui, bien sûr. L'architecte, c'est un peu comme un coordinateur global, un chef d'orchestre, qui conçoit effectivement
mais toujours en équipe aussi, parce que même la conception, on la fait rarement seul dans son coin, et qui ensuite la met en œuvre avec des équipes. Des tracés directeurs qui permettent justement de créer des volumes. Et donc l'idée dans ce projet, c'était d'habiller la cage d'escalier existante. Donc le bâtiment est un bâtiment existant, c'est un bâtiment remarquable qui est sur Forbach, l'ancien centre de rééducation fonctionnelle. Et l'idée aussi, c'est de casser une partie de la cage d'escalier et de la cage d'ascenseur, de façon à réduire le volume, et d'habiller cet escalier. Et après, dès que tout ça est fini, validé, c'est place aux différentes entreprises qui vont effectuer les travaux. Alors là, après, on rentre dans le détail de la consultation des entreprises. Donc on établit des cahiers de charges, de descriptifs des travaux, avec des quantités. Ça, c'est vous qui le faites? Oui, okay. Avec les bureaux d'études. Ouais. Hein. Sur toute la partie technique, on a un économiste qui travaille pour nous. On a les bureaux d'études qui font les parties électricité, chauffage, ventilation. Et ensuite, on envoie le dossier en consultation auprès des entreprises qui voudront bien répondre. D'accord. Et ensuite, on fait une analyse de ces différentes offres. C'est d'ailleurs ce qu'on est en train de faire en partie sur ce projet, qui va permettre au maître d'ouvrage de choisir l'entreprise, qui sera la plus performante, on va dire, en rapport qualité-prix. Donc un autre projet sur lequel nous travaillons, c'est à Styrin, la zone industrielle de la Reit, où la communauté de communes a racheté des bâtiments, la communauté d'agglomération, des bâtiments artisanaux pour justement augmenter l'offre d'implantation d'artisans. Et justement, vous allez aller sur place maintenant, c'est ça? Oui, on y va et il y a une réunion de chantier justement sur une phase de... On modifie l'ensemble des toitures qui sont en amiante, on désamiante et on refait les façades avant de se lancer plus spécifiquement dans les travaux d'aménagement. Ok, bah c'est parti, on vous suit. Si on ne veut pas faire de nouvelles fondations... Bonjour. Ah, bonjour. Ça va? Ça va et vous? Ça va bien. Hein, vous êtes vraiment que... Le bardeur qui fait les chevêtres? Au-dessus, oui. Ah oui? Et lui, il fait les portes sectionnelles. Il fait les ouvertures dans la maçonnerie qui sont au rez-de-chaussée. Ouais. Mais après, au-dessus, c'est le bardeur. Ouais. Il y a une chape avec isolation ici. Ouais. Donc il y a une isolation plus une chape qui va faire une moyenne de 12. On doit en tenir compte. Quel est le niveau fini? C'est le hall ou c'est le bureau? Parce qu'il y a plus 12 là. Ah, c'est les bureaux. C'est les bureaux. Parce que le hall, il y aura une rampe. Hein. Oui. Non, ça c'est le bois. Le demi-sol, il était dedans aussi? Non, c'était pas dedans, mais il faut le mettre. Il faut le rajouter. Bah oui, parce que c'est une petite laine de verre qui évite la transmission des sons. Donc là, c'est la réunion de chantier. Donc on a l'habitude, enfin on se dit, l'architecte c'est dans son bureau en train de faire les croquis, etc. Mais en fait, vous êtes aussi beaucoup sur le terrain. Oui. Et là, quel est l'objectif, par exemple, de cette réunion de chantier? C'est de déterminer les points d'évolution en termes de phasage, de délai. Donc là, on a terminé la toiture, donc le désamiantage de la toiture et la pose de nouveaux bacs. Et donc maintenant, on va démarrer les travaux intérieurs. Donc les travaux de génie civil, de gros œuvres, un peu de démolition des façades parce qu'on remplace des murs par des portes sectionnelles. On modifie la façade comme on le voit sur les plans. Donc tout ça, ça va démarrer une fois que la toiture a été entièrement refaite à neuf. D'ailleurs, on a commencé d'ailleurs par ce bâtiment, ensuite on est venu ici et là on enchaîne sur les différents bâtiments. D'accord. Donc il y a deux phases. Il y a la phase, on va dire, couverture, étanchéité et la phase travaux intérieurs. Ok. Et du coup, on sait l'architecte fait les plans, etc. Mais en vous entendant discuter, il y a aussi toutes les connaissances en termes de matériaux à utiliser. Tout ça, c'est des choses que vous devez aussi maîtriser. Alors, dans le cadre des réunions de chantier, on se pose effectivement les questions qui viennent des entrepreneurs, parce que
tout n'est pas parfait, donc il y a toujours des questions qui se posent, surtout dans la réhabilitation, où on découvre tous les jours autre chose. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure sur l'autre chantier, des fois des petites surprises, et donc il faut régler les problèmes. Et les rendez-vous de chantier, c'est un peu privilégier ces moments-là, quoi. Et vous avez beaucoup de rendez-vous comme ça par exemple, ici, vous venez régulièrement? En règle générale, on vient une fois par semaine. Pendant le déroulé du chantier. À la fin de chantier, on vient un peu plus souvent pour les finitions, les peintures, les revêtements de sol. On a un doublage, nous, un placo. Donc là, il y a... Et ton placo, il est sur ossature? Non, pas là-dessus. Mais là, oui. Donc là, on est sur un autre chantier, c'est un bâtiment justement dont vous m'avez parlé ce matin. On est sur le site de l'ancien centre de rééducation fonctionnelle qui faisait partie de l'hôpital Sainte-Barbe et qui va être réaménagé en consultation médicale. Et du coup, là, pour cette réunion de chantier, c'est quoi votre mission finalement? C'est de voir, enfin, de répondre à certaines questions, d'observer Alors là, nous sommes dans la phase de purge, de démolition. On enlève tout ce qui traînait, les tuyaux, les anciennes canalisations, etc. On met le bâtiment à nu et effectivement, on découvre au fur et à mesure des petites choses qu'il va falloir qu'on réadapte au projet. Mais ça permet de voir comme on a une certaine richesse de volume et de hauteur, de qualité d'espace qui sont très sympas et qui feront que le bâtiment aura un rendu qui sera, je pense, très intéressant. Et est-ce que c'est très différent de travailler sur un projet de réhabilitation qu'une construction neuve? Alors c'est différent. L'avantage de la réhabilitation, c'est qu'on travaille sur un support existant. Donc on intervient avec quand même de la matière au départ. Dans le neuf, je dirais, on peut faire un peu ce qu'on veut. Là, on est contraint par l'existant. Mais des fois, on peut en tirer parti, parce que l'existant, surtout quand il est qualitatif comme ici, c'est un atout. Partout où il y a des siphons de sol, ils avaient fait des formes de pente. Tu vois, il y a des formes de pente. D'où le ragrage fibré. Oui. Et là? Ça, c'est le maçon qui rebouchera. C'est le maçon. Ouais. Ok. Lui, il n'y avait que des travaux de cuivre. Et je voudrais aussi évoquer un petit peu votre parcours. Quelle formation vous avez faite et comment vous êtes entré dans l'architecture? Alors, j'ai fait l'école d'architecture de Strasbourg et ensuite j'ai fait un diplôme d'études approfondies en géographie et très rapidement je me suis installé en tant qu'architecte libéral. Okay. Et donc j'ai commencé à exercer dès le début des années 80. Mon premier chantier, c'était le casino des faïenceries à Sarreguemines, donc pour la ville de Sarreguemines. Et voilà, c'était le début d'une longue carrière. Et au fur et à mesure des années, le métier a beaucoup évolué, on l'évoquait avec les nouvelles technologies, etc. Est-ce que vous devez vous former régulièrement Alors, déontologiquement, on a des formations continues à assumer. Et évidemment, la technique évolue. L'administratif évolue aussi, les contraintes réglementaires également, et de plus en plus, on est dans un cadre qui est vrai, a tendance un peu à se compliquer. Mais ça fait partie de l'évolution des réglementations, de l'évolution des techniques, l'évolution aussi de la réglementation thermique, qui fait qu'on n'utilise plus certains matériaux au profit de nouveaux matériaux qui sont plus biosourcés. Voilà, donc ça fait partie de l'évolution globale, quoi. Donc là maintenant on est à Roulin, donc là il n'y a pas encore de chantier qui a démarré, c'est plutôt une phase préparatoire, c'est ça? C'est ça, c'est-à-dire qu'on est en phase, je dirais, de montage d'un dossier de principe, de financement ultérieur, ce qu'on appelle une faisabilité. Donc là, la réunion est prévue pour montrer au maire la première réflexion. Ok, donc les premières idées que vous avez eues. Premières idées, et puis pour susciter les réactions des élus à ce sujet-là.
Donc là, à ce moment-là, il pourra y avoir peut-être des ajustements, des modifications que vous allez devoir faire ensuite. Ah oui, là on est vraiment à la première réflexion très en amont. Hein. Et justement, quand vous proposez une première ébauche, il y a beaucoup de changements encore à faire, d'ajustements. Ça prend du temps jusqu'à avoir vraiment le produit final? Oui, je pense. Ça prend du temps. Le but, c'est de faire un projet qui est viable financièrement, esthétiquement. Et pour ça, il faut passer par cette phase de dossier de faisabilité, d'avant-projet, qui permet aux élus de chercher des moyens pour réaliser. Et là, c'est encore totalement différent comme projet parce que c'est de l'aménagement extérieur finalement. C'est ça. Alors là, on est purement dans de l'aménagement urbain. Donc c'est une place qui accueille différentes manifestations, dont le marché, les fêtes foraines et pourquoi pas d'autres. L'idée justement, c'est d'en faire un espace le plus convivial possible. D'autant qu'on est à l'entrée de cette salle socioculturelle, polyvalente. Et donc il y a de multiples usages qui sont prévus. Et puis son état global fait qu'elle mérite aussi une réhabilitation. L'idée principale dans une place, c'est effectivement la possibilité de la libre appropriation au maximum, de façon à ce que les usages soient le plus facilités possible, hein, l'appropriation des lieux. Donc ça peut aller du marché, ça peut être des fêtes foraines, ça peut être des rassemblements divers. Donc l'idée que je vais vous soumettre, en fait, c'est d'essayer de laisser l'espace le plus libre possible, à part effectivement avec cette noue centrale. On est comme ça, hein, le bâtiment, c'est ici. Donc vous avez ici l'avenue Pasteur, la salle ici, le bâtiment de logement ici. Et donc les gens qui vont venir et qui vont stationner là, alors je l'ai mis ici, mais on pourrait très bien en avoir un plus près. Vous voyez. Et actuellement, il est même en position en partie haute. Oui. On a un parking qui est relativement... On avait évoqué de partir d'ici et de faire un biseau pour revenir sur le parvis. Mais il y a environ une douzaine de marches. Oui. Donc on l'a vu, c'est un métier qui est quand même très vaste, très diversifié. Vous faites vraiment plein de choses. Vous, qu'est-ce qui vous plaît au quotidien dans votre activité? Ce qui me plaît, c'est cette diversité, c'est l'aspect créatif du métier d'architecte. C'est un peu ce qu'on nous demande. C'est d'ailleurs ce que les gens recherchent avant tout. Et c'est vrai que comme dans tout métier, il y a des phases qui sont moins drôles que d'autres. Hein. Il y a, comme je disais, le côté administratif qui est moins drôle, mais ça fait partie d'un ensemble et c'est ce qui est sympa, quoi. Et vous avez aussi passé le flambeau à votre fils qui gère aujourd'hui la société à Paris, c'est ça? Oui, alors ça pour l'anecdote, connaissant aussi les difficultés du métier, parce que c'est un métier qui est un peu en dents de scie. Tout le monde n'est pas une star et c'est vrai que beaucoup d'architectes ont des activités plus ou moins réduites. Je lui avais interdit de faire l'architecture. Ah oui? Oui, parce que pour lui c'était une solution de facilité. Mais en fait, il ne m'a pas écouté. Et bien mal lui en a pris, parce qu'en fin de compte, son agence est beaucoup plus importante que la mienne. Actuellement, on est 40 personnes. Donc ça dépasse largement le stade de notre petite agence, quoi. Oui, il est sur Paris, il y a des gros projets. Oui, alors c'est ce qui me plaît aussi aujourd'hui dans cette activité mixte, parce que j'y vais régulièrement, c'est le côté, justement, je m'occupe essentiellement des appels d'offres, des concours. Et là, sur des projets importants, on est souvent au-dessus de 15-20 millions. Ça me permet de m'éclater un peu également. Oui. Et du coup, vous gérez exclusivement l'agence de Sarreguemines, c'est ça? C'est ça. Très bien. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui pour montrer un petit peu les coulisses de ce métier et montrer ce que nous, les téléspectateurs, les gens lambda, entre guillemets, on ne connaît pas vraiment, on ne voit pas de votre métier. Donc merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà, je vais laisser Patrice terminer tranquillement son rendez-vous. En tout cas, c'était une journée encore très enrichissante. On a appris plein de choses. J'espère qu'à vous aussi, ça vous a plu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure en immersion.